consacré cette fois-ci à un boîtier. Il est signé Enermax, alors c'est pas tout à fait une nouveauté, il est disponible depuis quelques semaines dans le commerce. Il s'appelle, si je me trompe pas, le Marvel Shell MS30. Il est arrivé en deux versions, on a également le MS20, c'est un peu plus petit. Ici, format moyen tour, on a affaire à la version blanche, il existe également une version noire. Comme vous pouvez le voir ici, on est sur une version contrastée, mariant différents colorés, et surtout cette fameuse façade très caractéristique qui le rend assez unique. On a également un tarif sous la barre des 80 €, 79,90 €, et comme on va voir, on a un équipement plutôt sympathique, aussi bien au niveau ventilateur qu'au niveau gestion du ARGB. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit tour d'horizon de ce boîtier, et je vous donne également rendez-vous à la fin, où je vous donnerai quelques résultats que j'ai obtenus en termes de capacité à étouffer le bruit, donc les fameuses nuisances sonores, mais également et surtout ses capacités en refroidissement, puisque sa configuration, qui est compartimentée, est vouée à accueillir du gaming. Allez, on attaque parce que j'ai pas mal de petites choses à dire. Donc le voilà, ce bougre. Alors vous ne me voyez pas trop au niveau de la vidéo, mais c'est pas très grave, hein, parce que le plus important, la grande star, c'est ce boîtier que je vais appeler le MS30 pour simplifier. Donc on a un boîtier au niveau format, on est sur du moyen tour, il prend pas trop d'espace, donc on peut le poser sur un bureau à côté de son écran. Ça passe assez bien, et surtout qu'il a un look et un design qui a été travaillé pour pouvoir être exposé. Donc moi je vais peut-être attaquer directement avec ça. Donc on va récupérer ici une façade toute blanche pour cette version-là, constituée de 4 blocs qui sont pas très anguleux, c'est plutôt assez arrondi, assez joli, et ces blocs ont un certain volume, une certaine épaisseur, ce qui apporte un trait de caractère très marqué, et entre chaque bloc on va retrouver un système permettant à l'air d'être aspiré par les ventilateurs avant, qu'on va regarder dans un tout petit instant. Au niveau des dimensions de ce boîtier, on est sur du 424 par 205 et par 480 mm. Il se constitue, son châssis c'est de l'acier, on a un panneau ici sur le côté, voilà, je vous le montre délicatement, en verre trempé, donc de 4 mm, accompagné également d'un petit liseré noir, l'accompagnant, ce qui permet de cacher les différents systèmes de fixation et de maintien du châssis. Donc là, bon point. On a également donc une façade, que je vous disais par contre, c'est du plastique. Donc on a 3 matériaux au total, plastique, verre trempé et acier. On a également plusieurs filtres à poussière, entre autres un sur le haut qui est magnétique, donc cachant ici la possibilité de rajouter des ventilateurs ou même un water cooling. On verra ça quand on va découvrir l'architecture interne. Je vais parler peut-être de la connectique, elle est placée sur le haut, elle se constitue d'un bouton power, donc de mise sous tension. On récupère 2 petites LED permettant de savoir que le boîtier est sous alimentation, enfin même qui est allumé. On a également une LED qui va vous permettre de savoir si vos unités de stockage sont sollicitées. On a un petit bouton reset qui a une double fonction, donc reset à la base c'est pouvoir redémarrer sa machine lorsqu'il y a un gros plantage. On a également des jacks audio, micro, casque, 2 ports USB 2 et 2 ports USB 3.0 de type A. Et alors, je vais reparler du bouton reset. On peut le brancher, on verra, il y a un équipement particulier pour gérer l'ARGB, donc on peut le brancher sur le hub et on peut utiliser ce bouton là pour pouvoir sélectionner, si vous n'avez pas une carte mère qui est compatible avec cette technologie, différents effets. Alors je vais vous montrer, puisque là la façade est amovible, donc il suffit de tirer doucement vers soi, alors pas comme une brute, parce qu'au niveau de la façade on va récupérer les différents faisceaux ici du câblage, donc à marier avec précaution. On découvre ici une partie de son équipement avec 3 ventilateurs de 120 mm, et ici seront donc ARGB. J'appuie sur mon petit bouton reset et vous allez voir, je vais pouvoir ici sélectionner différents effets sans avoir une carte mère compatible, donc assez sympathique. Donc là je vais peut-être pas tous les faire, mais c'est pour vous montrer un petit peu les capacités de ce boîtier, assez original. Bon bah donc là on va peut-être le garder en bleu. Je trouve ça assez, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça assez sympa. Voilà, donc je remets la façade. Il repose sur 4 pieds en plastique noir. On récupère également des petits tampons amortisseurs de vibration. Alors là, donc ma configuration est en fonctionnement. Vous avez vu, mes 3 ventilateurs sont également en action. J'ai tout configuré simplement en 5 volts, et on verra à la fin de cette présentation là qu'au niveau de nuisance sonore, eh ben, il se débrouille pas mal. Les 2 panneaux, que ce soit celui en verre trempé ou en acier, sont solidaires par de petites vis à main, et on retrouve ici un petit système de 3e grosse vis à main. On le pousse vers soi et on décroche le panneau. Par contre, accompagnez-le bien, hein, c'est du verre trempé, pas qu'il cogne sur la table parce que ça risque de casser. À l'intérieur, vous voyez tout de suite, architecture assez connue, aujourd'hui assez classique, c'est du compartimenté avec un espace principal dédié à la carte mère plus sa carte fille et le ventirad, et on a une seconde chambre qui elle va accueillir le bloc d'alimentation plus une cage HDD dédiée aux unités de stockage 3,5 pouces. Et on a également à l'avant ici 3 emplacements pour installer des SSD. Donc là ils sont vides, moi j'ai choisi d'utiliser ceux à l'arrière du plateau à carte mère. C'est assez bien pensé
passer dans l'ensemble, ici on n'a absolument rien qui vient obstruer le passage de l'air assuré par les 3 ventilateurs avant. Donc leur rôle bien sûr ça va être d'aspirer de l'air frais de l'extérieur pour le propulser à l'intérieur, et on va récupérer un 4e ventilateur, 220 mm, placé cette fois-ci à l'arrière en mode extraction, donc il va prendre l'air chaud de l'intérieur pour l'expulser vers l'extérieur. Donc de base on a 4 ventilateurs pour ce boîtier, je vous rappelle quand même 79,90 €, donc un tarif plutôt agressif par rapport à cet équipement là, et en plus il va proposer un hub ARGB avec 6 canaux. Au niveau de sa compatibilité, on a un boîtier qui est quand même généreux et qui est capable d'accueillir du gaming, une configuration plutôt massive et musclée. Donc au niveau de la carte graphique, 357 mm, donc vous pouvez vraiment installer un gros monstre. Au niveau du ventirad, pareil, 175 mm au niveau de sa hauteur. Et au niveau alimentation, on a 160 mm. Et on verra tout à l'heure que la cage HD peut être plus ou moins déplacée par rapport à la face avant pour libérer de l'espace si vous avez un bloc qui n'est pas 100% modulaire, où là vous risquez d'avoir à gérer un surplus de câbles ou de câbles non utilisés. Le boîtier, donc on l'a vu, au niveau de sa ventilation, est équipé de 4 ventilateurs. Il peut bien sûr évoluer ou changer si vous voulez passer sur du ventilateur de 140 mm. Donc sur ce sujet-là, donc à l'avant, donc on a vu, on peut installer 3 120 mm. Par contre, on peut mettre à la place 2 140 mm. On peut également sur le haut rajouter 2 ventilateurs de 140 ou 220 mm. Et si du water cooling est de la partie en AIO, le boîtier accepte également des radiateurs. Alors la grosse compatibilité, c'est à l'avant. Ici, on peut installer du 240, 280 et 360 mm. Et on peut sur le haut installer un 240 mm ou encore un petit modèle à l'arrière en 120 mm. Côté arrière, cette fois-ci, on retrouve une disposition là aussi classique, bloc d'alimentation positionné sur le bas, des slots d'extension équipés cette fois-ci, donc d'ouverture. Par contre, mauvaise nouvelle, alors c'est bien dommage, c'est qu'on n'a pas affaire à des équerres PCI amovibles. Ici, ce sont des petites barres en métal à casser, donc à désolider du châssis, et une fois qu'elles sont enlevées, on se retrouve avec un emplacement vide si on s'est trompé, donc attention. Et également, quand vous les démontez, faites également attention de ne pas vous couper. On récupère également donc l'emplacement pour la connectique arrière de la carte mère et l'emplacement ici pour le ventilateur, et on constate également qu'il est monté sur un petit système de rails. Alors ça a l'avantage de pouvoir gérer sa hauteur et de pouvoir mieux l'adapter à sa configuration. Le second gros focus de ce boîtier, je vous le disais tout à l'heure en introduction, c'est sa gestion du ARGB avec la présence à l'arrière. Donc ça, c'est un hub ARGB occupé déjà par la gestion des 3 ventilateurs avant. Il est capable de gérer 3 autres périphériques de cette nature là, mais on a également, donc c'est pas qu'un hub puisqu'il joue également le rôle de contrôleur, on l'a vu tout à l'heure, où on peut brancher donc le fameux bouton reset du boîtier pour pouvoir sélectionner quelques effets qui sont proposés en natif. Le système donc est alimenté par un petit SATA et on peut le brancher naturellement sur une carte mère compatible, et cette fois-ci avoir une synchronisation avec un ensemble beaucoup plus complexe si votre carte mère prend en charge cette technologie. Alors au niveau du câble management, c'est bien pensé, j'ai rien à redire, des petites connectiques un petit peu partout. On a également des petites attaches situées aux endroits stratégiques. Ici on a une sorte de gorge avec quelques petits centimètres qui permettent de bien tout plaquer, donc pas de souci. Alors là ici, bon, c'est pas forcément top, j'ai simplement, ce sont des câbles en Y qui m'ont permis d'unifier toute l'alimentation et tout passer en 5 volts pour cette vidéo là. Et au niveau des ventilateurs avant, alors il y a 2 types d'alimentation. On va récupérer du classique Molex, dans ce cas là on sera en 12 volts tout le temps, donc avec des ventilateurs turbinants à leur maximum, ou alors on peut les brancher en 3 pins, aucun ventilateur PWM. Et enfin, au niveau du stockage, on a vu à l'avant 3 platines dédiées à du 2,5 pouces. Ici, on a une 4e platine. Cette fois-ci, elle est en acier et non pas en plastique, solidaire avec une petite vis à main. Et ici, on peut donc installer une 4e unité 2,5 pouces. Et juste derrière tout ce câblage-là, on a une cage HDD qui peut accueillir 2 disques durs au maximum, mais également une autre périphérique, enfin d'autres périphériques en 2,5 pouces. Par contre, là, pareil, mauvaise nouvelle, on ne peut pas installer le disque dur sans démonter la cage HDD, et pour ceci il faut passer par l'arrière du boîtier, donc il faut le retourner. Alors là, c'est pas forcément très pratique, mais bon, normalement une fois que votre disque dur est en place, bon, on ne change quand même pas de disque dur tous les matins. Alors au niveau de ses performances, on va parler de 2 choses. On va parler de ses nuisances sonores au niveau de sa ventilation et des performances justement de sa ventilation. Alors pour essayer de situer son architecture et savoir si les ventilateurs sont à l'origine d'un flux d'air qui était assez efficace, on va regarder la différence entre du 5 volts, qui est le mode que vous avez là, où on a un boîtier qui est très discret, et le mode 12 volts, où là tout est à son maximum. Alors entre ces 2 modes là, alors ça nous permet d'avoir une idée. Ici on a un processeur qui perd 9 degrés, la carte graphique perd 5 degrés, la carte mère 2 degrés.
La RAM, 8 degrés, on n'a pas de changement au niveau du SSD qui est positionné donc pour rappel à l'arrière du plateau à carte mère, juste au niveau du processeur. Et le disque dur qui lui perd 1 degré, donc il est placé sur le bas et il a un ventilateur, le troisième de la face avant, qui est directement en face de lui. Donc il profite d'un petit flux d'air qui est assez sympathique, qui arrive à gérer sa température. Donc ici, au niveau des résultats, on est sur des résultats qui sont moyen par rapport aux différents boîtiers que j'ai pu tester. Au niveau nuisance sonore, cette fois-ci, alors au niveau de la ventilation, beau point, puisqu'on a un boîtier qui est quand même assez silencieux. Donc en 5 volts, on est à 35,3 dBA. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est totalement, quasiment inaudible, et tandis que quand il était en 12 volts, ici on monte à 38,4 dBA au niveau de sa ventilation, donc là c'est pareil, c'est plutôt pas mal, sachant qu'à l'avant on n'a pas forcément des ouvertures qui vont favoriser le passage de l'air, donc on aurait plutôt tendance à penser que l'air va se mettre à faire du bruit en passant au travers de cette façade unique. Non, c'est assez bien géré. Il s'agissait donc d'une vidéo dédiée au MS30 d'Enermax, un boîtier moyen tour positionné juste sous la barre des 80 €, donc un tarif plutôt compétitif par rapport à son équipement, refroidissement modéré et par contre un boîtier silencieux à l'usage. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, partagez, lâchez un petit pouce bleu. Moi je vous dis à très bientôt. Alors je ne sais pas si la prochaine vidéo sera dédiée à un produit ou à un goodie, je n'en sais pas, mais je suis en train de réfléchir. J'ai reçu quelque chose d'Aorus, c'est assez original, plutôt pas mal. Alors ce sera une petite vidéo de peut-être 2 ou 3 minutes et je suis en train de me tâter, je ne sais pas trop encore. À la rigueur, laissez-moi voir un commentaire si cela vous intéresse. Allez, à très bientôt.